Bonjour à toutes et bonjour à tous. Mettez votre casque et chaussez vos crampons. Ouais, ça faisait longtemps que je l'avais pas dit, j'aime bien dire cette phrase. On va parler du Combine. Le Combine, cet événement qui souvent est décrié. On parle de foire à bestiaux, on parle de Jeux Olympiques, c'est pas du football. Mais pourtant, le Combine, c'est un événement majeur. On est obligé d'en parler. C'est maintenant, c'est cette semaine-là. Donc, du coup, on va en parler un petit peu. Alors déjà, la NFL, c'est une ligue très compétitive. Il y a de la compétition tout le temps. De la compétition entre les 32 franchises, 32 quand même, c'est énorme. Et également de la compétition au sein même d'une franchise. Vous le savez, lors des camps d'entraînement, il y a d'abord 90 joueurs, puis ça se réduit petit à petit, on arrive à 53. Donc compétition est vraiment le maître mot. Alors pourquoi ne pas prendre déjà ce NFL Combine comme une compétition? Parce que tous les joueurs savent qu'ils jouent gros. Ils jouent leur place à NFL, ce qui veut dire leur rêve sportif et également les dollars, les pépettes. Donc du coup, ils jouent gros, donc du coup, il y a de la pression. Et donc, eh ben voilà, comme dans toute compétition, qui sera se sublimer sous la pression et qui au contraire risque de craquer, ben voilà, c'est déjà un indicateur avec ce combine. Ensuite, c'est une évidence que dans ce sport, il faut être athlétique. Il faut courir, il faut sauter, il faut contenir, il faut repousser. C'est des athlètes qui sont sur le terrain le dimanche. Donc du coup, ça me paraît pas si incongru que ça de mesurer les capacités athlétiques des joueurs. Au niveau des ateliers, on peut bien sûr en discuter, mais quelque part, ils sont pas faits au hasard. On peut toujours retrouver des choses que l'on retrouve ensuite sur le terrain. Prenons un des plus beaux exemples. L'atelier le plus connu, le plus fameux, c'est le sprint du 40 yard, du 40 yard dash. Eh ben oui, mais ça se retrouve sur le terrain tout de même. Je veux dire, lorsque le ballon est engagé, vous voyez un receveur qui sprint, vous voyez un cornerback qui sprint pour le suivre. Donc du coup, ça se retrouve le sprint. Donc forcément, c'est un indicateur. Lorsqu'on voit des receveurs ou des cornerbacks faire des temps canons en 4,30, 4,35, ben oui, d'accord, c'est sans équipement, c'est dans d'autres conditions, c'est pas dans un match, il n'y a pas les équipements, etc. Mais quand même, ça peut se retrouver, donc c'est normal que l'on mesure ça. Mais alors pourquoi des joueurs de ligne offensive ou défensive vont être mesurés sur cet atelier-là? Oui, eux, ils vont pas faire des sprints pendant un match, c'est certain. Mais par contre, lorsque les big men font ce 40 yard dash, ce que les franchises regardent surtout, c'est le temps au 10 yards. Pourquoi au 10 yards? Parce que ça mesure l'explosivité des premiers pas. Et ça, c'est très important, notamment pour les joueurs à l'intérieur. Parce qu'à l'extérieur, prenez par exemple un left tackle. Un left tackle et son pass rusher, son opposant, il y a quand même une certaine distance. 3-4 yards, peut-être des fois plus, ça dépend de l'alignement, s'il est en 9 technique par exemple, mais il y a un tout petit peu de distance lorsque le ballon est engagé, ils ont le temps de se voir venir. Par contre, à l'intérieur, vous voyez bien, ils sont distants de quoi? Allez, 15 cm. Les défensifs tackles avec les centres et les guards, ils sont vraiment très très proches. Donc du coup, lorsque le ballon est engagé, il faut vraiment exploser sur le premier pas. Être explosif. Parce que sinon, après, au niveau du corps à corps, ben, tu es pris en défaut. C'est bon, tu vas perdre ton duel. Donc du coup, c'est très important ce 10 yard split. Puisque donc, il découpe le 40 yards en tranches. Et la première tranche de 10 yards est très importante pour les big man. Donc cet atelier, parfois décrié, même très souvent décrié, mais en fait il est très important. Bien sûr, ça ne remplace pas l'évaluation de qu'est-ce qu'est un bon joueur de football, est-ce qu'il met bien ses mains, est-ce il joue bas sur ses appuis, etc. etc. Mais cette explosivité-là, je veux dire, si un joueur moyen est parmi d'autres, parce qu'il y a une grande concurrence, il y a plus de 300 joueurs au combine, il y en a plus de 260 qui vont être draftés. Il y a donc une grande concurrence. Donc le gars qui peut montrer que sur le sprint du 40 yards, sur les 10 premiers yards, il arrive à être explosif et efficace, ben il peut marquer des points. Et moi, personnellement, ça me choque pas, au contraire, je trouve ça normal. D'autres ateliers correspondent bien également à ce qu'on peut retrouver sur le terrain, notamment les ateliers avec tous les cônes, que ce soit le 3 cônes, que ce soit le shuttle en version 20 yards ou 60, parce que ce sont des sprints mais de manière latérale, et ça c'est très important pour par exemple un receveur dans le slot qui commence son tracé tout droit, puis paf, il repique au centre, il faut qu'il soit vif. Idem pour les coureurs et idem forcément pour les linebackers qui doivent être capables de se rediriger rapidement lorsqu'un coureur fait son cut. Donc du coup, ce type d'atelier-là, là non plus, ça remplace pas ce qu'on a vu sur le terrain de football à l'université, etc. Mais si le mec n'est pas capable de le faire, ben c'est peut-être un red flag. Si au contraire, le gars se montre très performant pour changer de direction très rapidement dans ces ateliers-là, puisque donc il y en a plusieurs, les deux shuttles, le tricone,
ben, ça donne quand même de bons indicateurs, moi je trouve. L'atelier du saut en hauteur, ben, c'est évident. C'est évident que pour les receveurs et les cornerbacks, ben, forcément ça compte. Parce que ben, ça arrive très souvent en situation de match. Le quarterback laisse un ballon et puis là, il y a le duel aérien. Donc que ce soit receveur et cornerback, ils doivent être capables d'avoir du jump. Idem, à un degré moindre, mais idem tout de même pour les tight ends et les safety. Donc du coup, pour ces 4 positions, cet atelier du saut en hauteur, c'est quand même très important. Mais alors me direz-vous, pourquoi le saut en longueur? Parce que ça, a priori, il n'y a aucun joueur qui fait des sauts en longueur. Non, ça c'est sûr, il n'y a aucun qui fait... Voilà, c'est sûr. Mais c'est toujours pareil. On mesure les qualités athlétiques des joueurs. Et je vais vous prendre encore un exemple. Ben, on parlait tout à l'heure des joueurs intérieurs, des défensifs tackles ou des guards offensifs par exemple. Eh ben, le saut en longueur c'est important. Pourquoi c'est important? Parce que ça mesure en fait la puissance au niveau des cuisses et la puissance au niveau des gainages. Et ça du coup, ça montre aussi l'explosivité. Comme je vous le dis, ces joueurs sont très très proches au niveau de la ligne d'engagement et quand le ballon est engagé, il faut être capable d'exploser vers l'avant pour attraper son assaillant et pour gagner le duel, pour prendre le dessus d'entrée. Eh ben, quand tu es capable de faire c'est le broad jump, ça s'appelle le broad jump, donc c'est le saut en longueur sans élan, ben ça montre une puissance du bas du corps qui pourra servir ensuite en match dans cette situation-là. Donc c'est pour ça que là aussi c'est un atelier important pour ces joueurs. Et évidemment, lors de ces ateliers-là, c'est pas les defensive tackles ou les centres offensifs qui font les meilleures performances. C'est toujours des méga athlètes, genre des safety ou des cornerbacks. Mais c'est scruté pour toutes les positions et moi je le comprends. Après, au combine, on a quand même des ateliers très spécifiques aussi aux positions. C'est par exemple le cas du gauntlet, c'est-à-dire quand les receveurs doivent traverser le terrain sur la largeur, ils doivent attraper en tout 7 ballons. Voilà. Alors oui, c'est pas des situations de match, etc. Bien entendu, mais bon, ça montre quand même le taux de concentration d'un joueur capable d'attraper un ballon. Il relâche vite, vite, il y en a un autre de l'autre côté, vite, c'est un autre de l'autre côté, ça va quand même très vite. Donc, donc c'est évident que le joueur qui attrape ces 7 ballons, c'est bien celui qui en relâche un ou deux. Ok, c'est pas catastrophique, on regarde surtout ce qu'ils ont fait en match. Mais ça donne tout de même une certaine indication. Et puis surtout, ça met tous les joueurs sur un pied d'égalité. Là, il n'y a pas de on joue au nord du pays, il fait froid, ou alors au contraire au sud, il fait chaud, c'est humide. Je joue avec un super quarterback, ou alors un quarterback pourri. Là, ça met tout le monde sur un pied d'égalité. C'est au même endroit, c'est au même moment, dans les mêmes conditions. Et que tu viennes de Alabama ou que tu viennes de Wyoming, eh ben c'est la même chose. Et donc du coup, c'est pour ça que c'est important. De la même façon, les arrières défensifs, ils ont cet atelier appelé le W. Voilà, W parce que c'est ce qu'ils tracent sur le terrain en fait. Ils font une course vers l'arrière, puis vers l'avant, vers l'arrière, vers l'avant, et à la fin ils doivent capter un ballon. Et ça se retrouve aussi dans les situations de match, puisque les cornerbacks, dès qu'il y a l'engagement, ben, d'abord ils doivent reculer, ils doivent savoir le faire, c'est ce qu'on appelle le backpedal. Ils doivent ensuite parfois repartir vers l'avant et très rapidement et avec fluidité, parce que le receveur aura fait un tracé vers l'intérieur ou vers l'avant. Parfois ils doivent repartir vers l'arrière. Et là aussi, ça se mesure donc avec ces ateliers-là. Et là aussi, c'est pareil. Évidemment que les cornerbacks vont être surtout évalués sur ce qu'ils ont fait dans l'année. Mais bon, si tu es bon dans cet exercice, quand même, ça te donne des petites indications. Et c'est toujours pareil, des joueurs qui viennent d'un niveau inférieur, de la division 2 ou de la division 1 FCS, ben du coup, s'ils se montrent performants dans cet atelier-là, souvent les scouts NFL vont ensuite revoir des vidéos du joueur en disant « Oh, mais j'ai vu beaucoup de fluidité dans cet atelier, donc du coup, quand même, il a des qualités athlétiques intéressantes, je ne l'ai pas trop suivi cette année, on va revoir un petit peu ces vidéos et voir ce que ça donne en match. » Et c'est souvent comme ça que ça fonctionne, le combine. Après, vous me direz, les quarterbacks, ça sert à quoi? Oui, c'est certain. Ils lancent le ballon, que ce soit dans leurs ateliers spécifiques ou que ce soit justement pour les ateliers des receveurs et des tight ends, des coureurs lorsqu'ils doivent lancer le ballon. Ils n'ont aucune opposition, ils lancent juste le ballon. Vous me direz, bon, ça sert à rien. Eh bien non, ça sert quand même à quelque chose. Ils sont évalués de toute façon tout le temps. Déjà, il faut comprendre une chose, c'est que dans une franchise NFL, il y a des scouts qui se déplacent de région en région. Souvent, ils ont une région d'attribuer, ils vont voir les matchs en vrai. Mais les entraîneurs et les general managers, eux, ils ont autre chose à faire, puisque pendant qu'il y a la saison universitaire, il y a aussi la saison NFL. Donc du coup, eux, ils y sont pas. Or, cette impression live, elle est quand même très importante, surtout quand on parle de quarterback. Je veux dire, c'est quand même le visage des franchises. Donc du coup, cette impression visuelle live des entraîneurs et des managers au bord du terrain, elle est importante, même s'il n'y a pas d'opposition, que le mec il lance dans un fauteuil. Parce qu'on peut voir aussi au niveau de la mécanique, on peut voir aussi au niveau du jeu de pied. Donc c'est quand même important dans les ateliers.
Et évidemment, ce qui est encore plus important, c'est lorsqu'ils reçoivent un entretien, parce que c'est là aussi que se joue le Combine NFL, c'est lors des entretiens. Je vous le rappelle, chaque franchise a droit à avoir 45 joueurs en entretien, des entretiens qui doivent durer 18 minutes maximum. Donc il leur pose tout un tas de questions pour essayer de cerner le profil psychologique du joueur. Évidemment, les entretiens sont filmés, donc ensuite ils sont revus avec des psychologues, avec d'autres membres du staff, pour vraiment avoir des avis le plus pointus possible. Ça élimine pas toutes les erreurs, on le voit chaque année, il y en a qui pètent les plombs. Mais au moins ça permet d'affiner un tout petit peu. Ils le font en tout cas de façon professionnelle et moi je trouve ça très bien. Un autre atelier qui est plutôt important, c'est un atelier sans mesure aussi, c'est ce qu'on appelle le figure 8. En fait, c'est surtout pour les pass rushers que cet atelier est important. Vous l'avez déjà vu, il y a 2 cerceaux posés au sol, et puis le gars il doit tourner autour en se penchant et en ne perdant pas de vitesse. À certains endroits, il doit ramasser quelque chose, souvent c'est une chaussette ou une balle de tennis. Mais pourquoi c'est important? Parce que les edge rushers, ils doivent justement arriver à contourner le lineman offensif, et pour vraiment le contourner, il faut 1, aller très vite, et puis 2, être capable de se pencher pour vraiment passer sous ses mains, pour pas être repoussé par le lineman offensif. Donc du coup, il faut avoir cette capacité-là. Et donc cet exercice est aussi très intéressant au combine, de voir comment les mecs arrivent à ne pas perdre de vitesse tout en étant penchés et en tournant comme ça autour de 2 cerceaux. C'est pas du match, c'est pas du football, d'accord, on est d'accord, mais moi je trouve que ça donne quand même quelques indications. Et puis comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est un événement qui en fait met tout le monde sur un pied d'égalité. Donc du coup, que tu viennes d'une modeste université ou d'une université très cotée, tu es dans les mêmes conditions. Et c'est souvent l'occasion pour des joueurs justement qui viennent d'un niveau inférieur de pouvoir se montrer. Je veux dire, on peut penser par exemple cette année, on verra, mais cette année, le receveur d'Ajon Dixon de Nicholls State, moi franchement je ne l'ai jamais vu jouer, j'ai juste vu des petits highlights comme ça sur YouTube, j'en ai entendu un petit peu parler, je suis curieux de voir ce qu'il va faire dans les ateliers athlétiques. C'est pareil pour les cornerbacks Zion McCollum de Sam Houston State, pour Joshua Williams de Fayetteville State. Troy Andersen, le linebacker de Montana State, dont on a déjà pas mal parlé sur cette chaîne YouTube. Mais voilà, ces joueurs qui viennent d'un niveau un peu plus modeste, eh bien, ils ont vraiment l'occasion de se montrer auprès de tous les staffs des 32 franchises NFL. Et ça, c'est important. Le NFL Combine, ok, c'est des mecs en short, des mecs qui courent, c'est pas du football. Ouais, d'accord, ok. Mais dans le processus d'évaluation, pour moi, je trouve que c'est quand même très important. Et c'est très important pour les scouts NFL, pour les managers NFL, pour les entraîneurs. Donc du coup, je veux bien qu'on le décrit, il n'y a pas de problème, chacun est libre d'avoir son opinion. Mais moi je trouve que l'NFL Combine, c'est important. Eh bien écoutez, ça tombe bien, on y est, c'est cette semaine, donc profitons. Et parce que justement, on est dans la semaine du Combine, ce sera la dernière vidéo de cette semaine parce qu'on va attendre, on va regarder un petit peu le Combine avant de refaire une mock complète. On en refera une la semaine prochaine et on aura peut-être des indications par rapport à ce qui s'est passé au Combine. Et la semaine prochaine, ben voilà, je vous l'annonce, la mock draft complète concernera les Dolphins de Miami. Allez, bonne semaine à tous. Abonne-toi sur YouTube. Abonne-toi sur Twitter. Et si ça te plaît, donne-moi un peu de force. Mais fais vite, je suis pressé.